Donc on est très content dans le cadre de l'IAS d'avoir une conférence qui est à cheval sur ce qu'on appellerait les sciences, que péjorativement on appelle les sciences molles, mais qui sont plus les sciences humaines et sociales, et d'un autre côté, qui sont à la marge des sciences dites dures, puisque vous voyez qu'on parle de datafication, d'intelligence artificielle, colonisation, certes, sciences sociales, mais numérique, donc en théorie, sciences dures. Alors c'est intéressant, parce que là on est au cœur de cette question des transitions, qui, comme vous le savez, est le thème central de l'Institut d'études avancées, parce que l'intelligence artificielle est d'habitude analysée comme une technologie qui serait une technologie en tant que telle, c'est-à-dire on analyse technologiquement la technologie. Or, il faut aussi analyser anthropologiquement, culturellement, socialement la technologie. Je trouve que l'intelligence artificielle est... Vous avez remarqué que dans le vocabulaire, même dans les discours sociaux, depuis une quinzaine d'années, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, même les gens qui n'y connaissent absolument rien parlent d'intelligence artificielle. Donc, résultat, quand on ne connaît absolument rien à quelque chose, ça se traduit par deux types d'attitudes. Soit un enthousiasme excessif. On est super joyeux, c'est génial, l'intelligence artificielle va tout faire, va penser à ma place, elle va me permettre de faire toute une série de choses que je ne pouvais pas faire. Soit on est excessivement anxieux, on est dans ce que Yann Leca et moi appelons le paradigme Terminator, c'est-à-dire le fait de croire que la machine non seulement va remplacer l'humain, mais elle va vouloir détruire l'humain de façon cynique, avec un esprit quand même très humain, peut-être trop humain, là, en l'occurrence pour l'attribuer à une machine. En revanche, à travers à la fois cet enthousiasme excessif et cette anxiété excessive, on finit par perdre ce qui pourrait être de vrais avantages de l'intelligence artificielle, mais par perdre aussi un certain nombre de vrais problèmes que pose l'intelligence artificielle, parce qu'il est vrai qu'il y a une vraie colonisation numérique, il est vrai qu'on se transforme de plus en plus en ce que on pourrait appeler des profils, puisque des profils sont des corrélations de data, et les humains eux-mêmes, via les réseaux sociaux, se transforment en corrélations de profils, c'est-à-dire qu'ils finissent par participer à leur propre aliénation à grande échelle. Comme vous avez remarqué sur vos iPhones, progressivement, il suffit que vous regardiez 2-3 fois un certain type d'informations pour qu'ensuite on vous bourre de cette information et que vous ayez puis la possibilité d'exprimer même votre curiosité, qui est le début de l'esprit critique, donc finalement votre esprit critique. Donc il y a une sorte d'amplification de ce qui peut y avoir de pire en vous et qui profite à la société qu'on appelle néolibérale et à toute une série de choses et qui se traduit par une dépossession. Vous êtes dépossédé de vous-même. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'accueillir Khalid Dabi sur ce sujet grâce à l'entremise de notre superstar résident, Montassir Saki, qui va modérer tout ça. Merci beaucoup d'avoir organisé ça et d'être le médiateur, donc le passeur de ce qui va s'annoncer comme étant un débat. Juste une chose, on avait dit la dernière fois, et je pense que c'est bien de fonctionner comme ça, et de fonctionner comme ça en particulier dans cette IAS, on ne fait pas une conférence d'un côté, et c'est une conférence évidemment, et puis de l'autre côté, comme on dit d'habitude, est-ce que vous avez des questions pendant 5 minutes? Non. Vous pouvez exprimer des points de vue et partager des points de vue. Vous êtes tous à l'université, donc on est là pour croiser des points de vue et par croisement de points de vue, arriver à accroître la connaissance, y compris la connaissance du conférencier, y compris la connaissance de notre résident-chercheur. C'est-à-dire que c'est par le croisement des informations, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer ici. Il faut que ce soit une expérience cognitive en quelque sorte. C'est pas on pose des questions, il répond. Non, vous pouvez ne pas avoir envie de poser une question. Juste une critique, juste à ajouter quelque chose, participer au débat. Merci. Merci beaucoup Raphaël pour ce cadrage à la fois scientifique, une contextualisation par rapport à notre sujet d'aujourd'hui et aussi le cadrage méthodologique autour des discussions et des questions-réponses. Et je suis très heureux aujourd'hui pour cette 4e conférence des jeudis de l'IAS de recevoir Dr Khalid Dabi. Donc l'honneur de l'accueillir ici comme chercheur confirmé au parcours académique très singulier. Dr Khalid Dabi, sociologue marocain et chercheur dont les travaux se situent au carrefour de la sociologie, des transformations numériques et des idéologies. Donc actuellement, Dr Dabi est chercheur associé à la German Institute for Global and Area
Studies, GIGA, au sein de l'Institut d'études sur le Moyen-Orient à Hambourg, en Allemagne. Donc merci d'avoir fait le déplacement depuis Hambourg. Plaisir. Il contribue notamment au projet World Order Narratives of the Global South, WONAGO, qui explore les récits et les idéologies de l'ordre mondial émanant du Sud global. Donc son travail examine de manière critique comment des récits politiques, des idéologies, influencent les structures de pouvoir, les transforment tout en se transformant. Donc un sujet central pour notre discussion d'aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et la datafication. Permettez-moi rapidement de vous présenter cet itinéraire singulier de Khalil. Son parcours académique l'a mené sur plusieurs continents. Après un bachelor à l'université Al-Akhawayn au Maroc, il a bénéficié d'une bourse d'études pour mener un master puis un doctorat au Japon à la Tokyo University of Foreign Studies. Dr Dehbi a vécu une douzaine d'années à Tokyo, où il a réalisé une thèse de doctorat portant sur l'évolution comparée des États post-indépendance au Maroc et en Tunisie, d'un point de vue de la sociologie bourdieusienne. Ses recherches sur les mouvements sociaux radicaux, sur les politiques contestataires et les transformations institutionnelles lui ont valu de nombreuses publications scientifiques dans des revues académiques prestigieuses. Je cite Democratization, British Journal of Middle Eastern Studies, Antithèse et Third World Quarterly. Aujourd'hui, vous dirigez un numéro spécial pour cette revue scientifique. Donc aujourd'hui aussi, dans le cadre de sa position postdoctorale, il mène une recherche sur les mobilisations radicales face à la surveillance, à la datafication et à l'extraction néocoloniale dans le Sud global, un sujet qui résonne fortement avec la conférence et les enjeux de pouvoir liés à l'intelligence artificielle. Donc sa présentation à l'IAS s'intitule « Récit de dépossession, datafication, intelligence artificielle et colonisation numérique ». Son approche interdisciplinaire nous offrira sans doute aujourd'hui une perspective riche en critique sur les dimensions politiques, sociales, et bien sûr économiques, environnementales également de la datafication et de l'intelligence artificielle. Bon, un dernier point avant de céder la parole à notre invité, c'est que ce travail scientifique que mène Khalil Dehbi depuis maintenant plusieurs années, il est mené en anglais principalement. Aujourd'hui, je lui ai demandé de faire une traduction de son texte, donc je veux le remercier aussi pour cet effort. Et je te passe la parole pour une quarantaine de minutes avant d'ouvrir la discussion par la suite. Ok, merci beaucoup Montasser pour cette présentation et merci aussi à Montasser pour l'invitation et merci à l'IAS et Mme Nawal et Saad pour leur invitation et pour cette opportunité de parler d'un sujet très important dans mon pays qui est le Maroc. Donc sans trop tarder, je passe directement à la présentation. Donc voilà un petit aperçu du plan de la présentation. On va commencer par une présentation des approches critiques et des théories sur lesquelles je construis mon cadre analytique. Après, on va passer au narratif idéologique qui propulse cette nouvelle technologie, et surtout les narratifs technologiques émanant de la Silicon Valley. Et après, on passera aux impacts matériels et écologiques, aux pratiques autoritaires et aux stratégies de refus et de résistance qui sont possibles face à cette poussée. Donc, sans plus tarder, je commence. En gros, je vais lire mon texte et ça devrait vous aider à suivre, surtout pour les citations qui en aura pas mal durant la première partie. C'est inévitable et important pour cadrer le tout. Ok. Donc, l'avènement de la datafication, un processus qui traduit diverses formes d'activités humaines en données, a profondément transformé les paysages sociétaux à travers le monde. Ce phénomène est devenu encore plus important avec le développement des grands modèles de langage, LLM, Large Language Models, et de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, souvent encensée pour son potentiel à stimuler la croissance économique et à résoudre les problèmes les plus épineux du monde. Pourtant, tant le processus que les affirmations qui l'entourent soulèvent des questions fondamentales. Des investigations critiques de la datafication et de l'intelligence artificielle ont commencé à démêler l'intricate toile d'implications derrière l'acte apparemment anodin de transformer chaque aspect de la vie humaine
en données quantifiables et analysables, ainsi que les fondements matériels et idéologiques sur lesquels cela repose. Cette étude s'inscrit dans ce discours, dans cette approche académique, examinant les impacts multiformes de la datafication sous un angle critique et explorant les récits qui la promeuvent et les multiples implications pour les populations du Sud global que cela a. Cette étude s'appuie sur des cadres théoriques qui tentent de donner un sens au processus de datafication qui se déploie rapidement en examinant le rôle des données à la fois en tant que marchandise et forme de capital. Ces cadres analytiques révèlent comment la datafication va au-delà d'une innovation technologique pour s'inscrire dans les structures capitalistes, perpétuant les disparités existantes et introduisant de nouvelles formes d'exploitation et d'extraction. En établissant des parallèles entre les pratiques historiques de spoliation et les stratégies contemporaines d'extraction et de contrôle des données, ces approches mettent en lumière la continuité des entreprises impérialistes et coloniales dans l'ère du numérique, soulignant le rôle de la datafication dans la facilitation de formes modernes de domination et d'exploitation. Ces approches s'appuient ensuite sur ces éclairages pour analyser la phase actuelle de la datafication, caractérisée par le développement tant célébré de l'intelligence artificielle, et les dynamiques derrière les récits techno-optimistes qui soutiennent sa croissance avec un accent particulier sur les alternatives qu'il vise à exclure. Les dimensions idéologiques sont ensuite reliées à l'impact matériel de l'intensification de la datafication induite par l'intelligence artificielle, l'IA, et aux conséquences concrètes qu'elle engendre à une époque de changement climatique, mettant en lumière la fonction des récits techno-optimistes dans l'obscurcissement de la possibilité d'alternatives par des arguments de nécessité et d'inévitabilité. Cette étude est structurée de manière à refléter la complexité et l'étendue de l'impact de la datafication. Après un aperçu des approches critiques sur le sujet, l'étude prépare le terrain pour comprendre le processus comme un phénomène enraciné dans des dynamiques socio-économiques et politiques plus larges. Elle se poursuit ensuite par une évaluation critique des récits qui façonnent nos perceptions de la datafication, avant d'examiner certains des impacts multiformes et des implications que cela a pour le Sud global, y compris sur les plans matériels, environnementaux et politiques. Ceux-ci sont ensuite reliés aux implications matérielles de la datafication. Enfin, l'article envisage le potentiel d'agence et de résistance, d'autonomie et de résistance plutôt, s'appuyant sur les sections précédentes pour offrir des pistes sur la manière de naviguer, contrer ou même d'exploiter la datafication en vue d'objectifs plus équitables. Cette structure vise non seulement à critiquer, mais aussi à contribuer de manière constructive à la conversation en cours sur la construction d'un avenir plus inclusif et plus équitable. Donc, on va passer maintenant aux approches critiques de la datafication. C'est un peu la section Literature Review et Theoretical Framework du papier, de la communication. Donc, avant de plonger dans les implications matérialistes de la datafication, les récits qui animent ces processus au niveau idéologique et leurs implications concrètes, il est nécessaire de discuter brièvement de l'appareil conceptuel et théorique requis pour décomposer ou déconstruire et comprendre ce phénomène. Cela impliquera de s'appuyer sur et de discuter et de combiner des éclairages issus de quelques-unes des approches critiques qui ont émergé dans la littérature critique des data studies, s'attachant à appréhender le sujet en rapide évolution qu'est la datafication et sa connexion avec des approches plus classiques, on va dire, classiques entre guillemets, d'orientation marxiste et décoloniale. Ce faisant, l'étude mettra en lumière à la fois ce qui est nouveau dans la question, autant qualitativement que quantitativement, ainsi que les manières dont elle représente une continuation et une intensification de processus de plus long terme et qui datent de plus loin. Avant de s'attarder sur ce sujet, il est important de fournir une définition claire du phénomène en question. Dans l'une des premières définitions du concept de datafication, le concept est conceptualisé comme le processus de quantification des phénomènes en vue de leur analyse à grande échelle.
selon Mayer, Schoenberger et Cuquier. C'est une définition, l'une des premières, qui date de 2013. Cette définition très citée est bâtie sur une conception des données comme naturellement disponibles et prêtes à l'extraction, a reçu un certain nombre de critiques fondamentales. Par exemple, dans leur approche critique du concept, Mejias et Couldry, en 2019, ont souligné que le processus de datafication impliquait la réalisation d'abstractions significatives visant à rendre le comportement humain compréhensible dans le but de générer de la valeur. Comme chacune de ces dynamiques, c'est-à-dire abstraction, compréhension et génération de la valeur, est imprégnée de relations de pouvoir asymétriques, les effets d'obscurcissement et d'invisibilisation des conceptions antérieures des données en tant que ressources brutes sont mises en évidence comme un défaut fondamental dans ces concepts précédents. Opposé à la vision des données comme naturelles et disponibles à l'extraction, Mejias et Couldry considèrent que le processus de datafication à travers le prisme du colonialisme historique et de ses pratiques, en soutenant que lorsqu'il s'agit de données personnelles, la reconfiguration des relations sociales en vue de leur génération et de leur extraction ultérieure est une caractéristique clé du processus de colonialisme des données ou data-colonialisme. Donc ici, on aura une petite citation pour vous aider à suivre. Cette appropriation est certes complexe. Il ne s'agit pas simplement de récolter une ressource naturelle. D'abord, la vie doit être configurée de manière à générer une telle ressource. Nous aborderons plus tard la contribution des plateformes. Ensuite, les données concernant les actions ou propriétés d'un individu à un moment donné doivent être combinées avec celles concernant d'autres actions, moments et propriétés afin de générer des relations précieuses entre les différents points de données. Ça, c'est la définition de Thatcher et les autres, je ne sais pas comment on dit, Thatcher et al., qui est citée par Couldry et Mejias dans leur livre sur le colonialisme des données. Donc, cette reconfiguration implique la naturalisation de la capture des données dans un processus similaire à la manière dont le colonialisme classique légitimait la spoliation et l'exploitation des terres considérées comme facilement disponibles et prêtes à l'extraction. Comme le souligne Couldry et Mejias, les conditions générales d'utilisation, ces textes que personne ne lit, illisibles imposées aux utilisateurs comme condition d'accès à la plupart des services numériques, rappellent la pratique coloniale espagnole du requerimiento, une proclamation lue en espagnol par les conquistadors à un public non hispanophone destinée à introduire les autochtones à l'étrange nouvel ordre mondial sous lequel ils allaient être colonisés et à exiger leur simple acceptation ou à faire face à l'extermination qui survenait fréquemment, indépendamment de leur acceptation ou de leur résistance. Ça, c'est aussi selon Couldry et Mejias. L'asymétrie de pouvoir en jeu dans cette relation entre individus et extracteurs de données est centrale au processus, concevant la qualification de la surveillance du monde vécu, de l'expérience vécue, comme un résultat naturel et souhaité de la vie moderne. L'expansion du capital dans des domaines jusqu'alors privés de l'existence humaine, dans le but de réaliser des profits et de croître, et les récits qui légitiment cette poussée coloniale sont comparables à une forme de frontiérisme numérique, digital frontierism. C'est le concept de Thatcher, O'Sullivan et Mahmoudi en 2016. Comme il existe peu de consentement véritable de la part des utilisateurs qui ne savent pas vraiment à quoi serviront leurs données, et comme l'ubiquité croissante des dispositifs et services d'extraction de données en fait une quasi-nécessité pour survivre dans la plupart des sociétés actuelles, la vision de la datafication comme une forme d'accumulation par dépossession gagne en puissance analytique. Le concept d'accumulation par dépossession, tel qu'articulé par David Harvey, est central dans les perspectives critiques que je viens de mentionner. S'appuyant sur la notion d'accumulation primitive de Karl Marx et sur les éclairages issus de la conception de l'impérialisme spécifique de Rosa Luxembourg,
comme impliquant un déploiement continu de tels processus de dépossession à travers l'exploitation coloniale des zones restées en dehors du système capitaliste, Robert Nichols, en 2019, nous offre une reformulation puissante de la dépossession, particulièrement applicable, à mon avis, au processus de datafication, en introduisant le concept de dépossession récursive, conceptualisé comme un processus dans lequel la génération de la propriété et sa négation se produisent simultanément sous la forme d'un vol générateur de propriété. Et là, il y a un petit wordplay sur le fameux texte de Proudhon, Property is theft, theft is property. Donc, une autre citation spécifique à ce sujet d'IL. Plutôt qu'un circuit complètement fermé dans lequel une partie d'une procédure renvoie directement à son point de départ, les procédures récursives se replient sur elles-mêmes de manière itérative, chaque itération n'étant pas seulement différente de la précédente, mais s'appuyant sur ou augmentant son postulat initial. La récursivité combine donc l'autoréférence à des effets de rétroaction positive. S'il a une forme géométrique, c'est celle de l'hélice et non le cercle. Dans un contexte qui nous intéresse ici, on peut légitimement dire que la dépossession présente une structure récursive parce qu'elle produit ce qu'elle présuppose. Par exemple, dans une formulation standard, on supposerait que la propriété est logiquement, chronologiquement et normativement antérieure au vol. Cependant, dans ce contexte colonial, le vol est le mécanisme et le moyen par lequel la propriété est générée, d'où sa récursivité. Appliquée aux données, cette conception éclaire la manière dont les mécanismes d'exploitation par lesquels les données sont extraites, abstraites et fabriquées reproduisent avec encore plus de justesse la dynamique du colonialisme que ne le laissaient supposer des conceptions non récursives de la dépossession, comme celle de Harvey. Comme le montrent les luttes des peuples indigènes et autochtones, la manière dont la dépossession est conçue a des implications importantes, non seulement pour comprendre le processus et ses créations juridiques abstraites, comme la propriété, le droit d'auteur, etc., mais aussi pour la conception des stratégies de résistance contre ces concepts abstraits et juridiques. Le cas du développement de l'IA et des données sur lesquelles elle est entraînée, qui a été démontré inclure toutes sortes de matériaux protégés par le droit d'auteur, ainsi que de catégories normalisées de données dépossédées, en est illustratif. Par exemple, il y a beaucoup de poursuites en justice contre diverses compagnies d'IA aux États-Unis, et fameusement, les compagnies telles que OpenAI ne parlent pas de données qui n'ont pas de copyright. Ils parlent d'une catégorie qui n'a pas vraiment d'existence juridique, celle de Publicly Available Data. Et donc, puisque l'extraction de la valeur est le principe, puisque l'extraction de valeur est le principe moteur de la datafication, il est important de comprendre le processus de marchandisation qui confère aux données leur valeur. Une donnée... ah non, ça c'est pour plus tard. Une donnée individuelle qui n'a pas de valeur en elle-même, une donnée individuelle n'a pas de valeur en elle-même. Elle doit passer par un processus de marchandisation qui la transforme en big data et la rend analytiquement exploitable, intelligible et en fin de compte précieuse. Ainsi, plus les données sont volumineuses et diversifiées, plus elles peuvent avoir de la valeur. Ce fait est ce qui en fait une marchandise. Enfin, cette qualité est ce qui en fait une marchandise, mais aussi ce qui lui confirme sa propre forme de capital, au sens bourdieusien, on va dire. Comme le démontre Jayton Sadowski, la circulation et l'accumulation des données sont, dans le capitalisme actuel, aussi cruciales que le circuit classique du capital décrit par Marx, MCM prime. Cette forme de capital, dans le sens bourdieuisien du terme, a ses propres manières d'être valorisée. Au-delà de leur simple vente et conversion en capital économique, cela inclut les rôles du capital de données dans l'optimisation de diverses fonctions qui ont de la valeur pour les États et les entreprises. Le profilage, le ciblage, la gestion et le contrôle, les prédictions et la croissance, ainsi que sa centralité pour la construction de systèmes tels que l'intelligence artificielle ou les villes intelligentes. Comme il sera démontré plus tard dans cette étude, toutes ces fonctions ont de graves implications pour les populations du Sud global et renforcent les pratiques autoritaires, au sens de Marlis Glacius,
tant à l'échelle nationale que locale. En ce qui concerne le développement et le déploiement des modèles d'IA en particulier, considérés comme le summum technologique du processus colonial de datafication, il est important d'en examiner les implications et les impacts sous un angle décolonial. Dans le domaine des études critiques sur les données, des recherches récentes dans l'approche émergente du digital colonialisme, c'est différent du data colonialisme. Digital colonialisme est critique de l'approche data colonialisme de Couldry et Mérias qu'on a vu plus tôt. Dans le domaine des études critiques sur les données, l'approche émergente du colonialisme numérique, digital colonialisme, s'appuie sur les travaux de chercheurs tels que Quijano et Walter Mignolo pour regarder au-delà des données, examiner les ramifications coloniales de cette nouvelle technologie. Les études adoptant cette approche mettent en lumière l'impact épistémique de la datafication et des technologies de l'IA, en reliant leurs fondements matériels et idéologiques aux formes particulières de savoir colonial qu'elles font progresser et à celles qu'elles effacent dans ce processus. Muldoon et Wu, dans une étude publiée en 2023, étudient la colonialité des technologies de l'IA en décryptant les liens entre la chaîne d'approvisionnement coloniale, les supply chains, colonial supply chains, qui repose sur une division internationale injuste du travail numérique et la subordination matérielle et épistémique de longue date des pays du monde majoritaire d'où sont extraites les ressources et exploité le travail. On a aussi Dan McQuillan qui souligne que les racines de l'injustice épistémique de la datafication reposent fondamentalement sur les prémices philosophiques même de la science des données, data science, et sur leurs implications structurantes de la pensée. La datafication, dans cette optique, équivaut à un coup rhétorique car elle affirme que les aspects importants de la réalité sont ceux qui peuvent être exprimés en données, et la science des données est un appareil foucaldien coercitif qui produit des subjectivités menant à des conclusions chargées politiquement, qui devraient être reconnues comme telles. Plaidant pour une reconsidération des vues actuelles, McQuillan propose de recadrer la science des données à travers un changement de paradigme vers une ontologie plus participative et un rejet de la séparation artificielle entre l'observateur et l'observé. Ces concepts offrent des éclairages critiques sur le processus de datafication et nous permettent d'en décomposer les implications coloniales et épistémiques pour le Sud global, tant au niveau matériel qu'idéologique. Considérer les données comme une forme de capital nous permet de mieux comprendre l'impératif d'accumulation des données qui guide de nombreux acteurs corporatifs aujourd'hui, propulsant la nature récursive et auto-renforçante des processus de dépossession sur lesquels ils reposent. Aller au-delà de la valeur monétaire des données en tant que marchandises, en incluant les valeurs uniques qui peuvent être tirées du capital donné, data capital, nous permettent également d'interroger les multiples manières dont elles peuvent être déployées pour faciliter et renforcer les pratiques autoritaires. Les implications épistémiques sont centrales à ce processus au niveau idéologique car elles servent à naturaliser et à le faire paraître comme un objectif et moralement bon, malgré les coûts environnementaux et humains qu'il implique, à travers des récits technosolutionnistes qui émergent autour de ces narratifs et les futurs qu'ils présentent comme inévitables. Et maintenant, on passe au récit idéologique qui propose la datafication. Au niveau idéologique, les processus ci-dessus ont émergé, se sont développés parallèlement à un certain nombre de récits enracinés dans une vision du monde individualiste et utilitariste, considérant la datafication et les processus technologiques qu'elle permet comme une panacée rentable aux problèmes du monde. Timnit Gebru et Émile Torres, Timnit Gebru, elle s'est fait virer de Google pour son papier, propose l'usage du paquet idéologique TESCREAL, the TESCREAL Ideological Bundle, comme concept global pour désigner les récits interconnectés et convergents qui animent le processus de datafication et servent à justifier son positionnement en tant que solution aux défis les plus complexes de notre époque. En abrégé, TESCREAL signifie transhumanisme, anthropisme, singularité, cosmisme, rationalisme, altruisme efficace et long-termisme. Pour faire court, cette section se concentrera sur les trois idéologies principales de ce paquet qui présentent la plus grande pertinence dans la promotion des récits solutionnistes légitimant les processus de datafication et les présentent comme la seule voie valable et universelle pour relever les défis de notre temps. Ces trois éléments sont le singularitarisme,
l'altruisme efficace et le long-termisme. Ce faisant, cette section fournira un bref aperçu mettant en lumière le contenu idéologique de ces récits et leur lien avec les dimensions matérielles du colonialisme des données. Certaines de ces positions ont été développées avant l'émergence des LLM au passage et annonçaient le développement imminent de l'IA qui serait plus intelligente que l'intelligence combinée de l'humanité tout entière. Connu sous le nom de singularité, ce concept et le récit qui l'accompagne étaient le plus célèbrement associés à Ray Kurzweil, qui en 2005 avait écrit son premier livre. Kurzweil prédit fameusement que la singularité et l'explosion d'intelligence qui l'accompagnera, qu'il espère voir se produire dès 2045, inaugureront également une fusion entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Cette croyance relie son récit quasi-religieux au transhumanisme, un autre pilier du paquet idéologique Tescril. Avec la diffusion de ce récit et le développement rapide des réseaux neuronaux, neural networks et des technologies d'apprentissage profond, deep learning technologies, des inquiétudes ont commencé à émerger concernant les soi-disant risques existentiels qu'ils impliquaient. Le philosophe Nick Bostrom fut le plus éminent des défenseurs de ce récit. Grâce à son concept de risque existentiel, Nick Bostrom, au passage, c'est lui qui était au Future of Humanity Institute, un institut fondé par Elon Musk et Sam Bankman-Fried et qui a été fermé en 2024. Nick Bostrom, grâce à son concept de risque existentiel, il en est rapidement venu à considérer le développement potentiel d'une intelligence artificielle générale, AGI, comme l'un des enjeux les plus pressants pour la pérennité de l'humanité, supplantant ce qu'il considérait comme des obstacles moins conséquents, tels que les inégalités mondiales, les pandémies ou le changement climatique. Ces problèmes plus concrets affectant des milliards de personnes à travers la planète étaient jugés moins dangereux d'un point de vue existentiel, puisqu'ils ne menaçaient pas de conduire à l'extinction totale de l'espèce humaine. L'extinction de la race humaine est considérée comme tragique par les long-termistes, principalement en relation avec les scénarios futurs à long terme qu'elle anéantirait et les trillions de vies humaines potentiellement précieuses qu'elle rendrait impossibles. Le long-termisme, comme on est venu à le nommer, soutient par le biais de son calcul moral utilitariste que ces futurs sont plus importants que les risques existentiels et que les risques existentiels doivent être prioritisés par rapport aux menaces non existentielles bien réelles du présent. Servant de composante eschatologique au passé Tescril, le long-termisme est fondé sur la croyance en l'inévitabilité de l'AGI, ainsi que sur les risques et les promesses miraculeuses qu'elle recèle. En lien avec les positions défendues par Bostrom, un récit à l'orientation philanthropique a émergé, centré sur la notion de gagner pour donner et l'identification des moyens les plus efficaces pour le faire. L'altruisme efficace, effective altruism, tel qu'il en est venu à être connu, a rapidement gagné en importance parmi les techno-entrepreneurs fortunés et sur plusieurs campus universitaires d'élite, notamment MIT et Harvard. William MacAskill est un idéologue clé de ce mouvement. Ses livres déploient un cadre éthique utilitariste, conséquentialiste, pour formuler plusieurs positions sur les grands enjeux à prioriser et sur la manière de les aborder. Dans cette vision soi-disant basée sur les données empiriques, non émotionnelles et scientifiques, les sweatshops sont perçus comme un moyen de réduire la pauvreté et non comme une manifestation d'une exploitation extrême. D'autres figures du mouvement ainsi que ses principaux sites Internet promeuvent de manière similaire des points de vue qui affichent une vision techno-utopique, non historique et dépolitisée, avec des conclusions qui tombent inévitablement du côté conservateur et technocratique du spectre politique. 80,000 Hours, 80 000 heures, un site majeur de l'altruisme efficace et leur principal forum, conseille ses adhérents sur les trajectoires de carrière à plus fort impact, recommandant la poursuite de carrière au sein du gouvernement américain, en particulier dans les secteurs de la sécurité et du militaire, ainsi que dans le secteur financier et le secteur technologique de l'IA en pleine croissance. Comme pour ses conceptions du changement social, de la civilisation ou de la technologie, le mouvement de l'altruisme efficace est en fin de compte incapable de voir au-delà du quantifiable ou d'incorporer des éclairages critiques qui remettraient en cause l'universalité objective de son épistémologie et de ses conclusions. Cela en a fait une philosophie particulièrement compatible et attrayante pour plusieurs milliardaires et élites technocratiques d'aujourd'hui, puisqu'elle s'aligne très bien avec les discours solutionnistes technologiques au cœur de leur business model. Par conséquent, il ne peut plus être ignoré ou rejeté comme un récit idéologique marginal.
Son influence croissante, soutenue généreusement par le financement et les connexions de ses riches partisans, a permis à ce discours de développer un réseau dans divers domaines politiques, avec une influence même au niveau de l'ONU. Au-delà des idéologues, on a aussi les partisans. Les partisans diffusent leurs récits sur un plan plus pratique. Un exemple important est celui de Mark Andreessen, qui se décrit lui-même comme un desk realist et qui est un venture capitaliste de renom au sein de la firme Andreessen Horowitz, A16Z. Figure clé de l'environnement de la Silicon Valley ayant fait fortune dès les débuts de l'Internet, Mark Andreessen a joué un rôle central dans la diffusion, dans la diffusion des récits et leur mise en avant dans la sphère entrepreneuriale technologique. Récemment, il a publié un manifeste techno-optimiste présentant sa vision et celle de sa compagnie pour la voie à suivre en matière de développement technologique, plaidant en faveur de ses bienfaits et identifiant un nombre d'idées zombies et d'institutions ennemies. Par exemple, la Tour d'Ivoire, qui est l'université et l'académie, le collectivisme, le socialisme et l'éthique technologique, etc. En plus de leurs racines utilitaristes communes et de leur orientation solutionniste, ces récits poursuivent un objectif similaire, faire paraître la datafication et l'AGI comme des issues naturelles et inévitables, désirables et redoutées. La dépossession requise pour constituer les bases de données, l'extractivisme nécessaire pour construire l'infrastructure informatique, l'exploitation de la main-d'œuvre pour organiser et labeler ces données, les coûts environnementaux nécessaires pour entraîner les modèles d'IA, tous ces coûts ne sont pas non seulement justifiés, ils sont également nécessaires. Quand on considère l'IA comme un sauveur ou comme une menace existentielle, on en arrivera toujours à la même conclusion. Il faut allouer davantage de financement au secteur de l'IA. Des financements sont nécessaires pour développer des modèles d'IA jusqu'au niveau d'AGI et des financements sont également nécessaires pour s'assurer que cela se fasse en toute sécurité afin d'éviter les risques existentiels. Quel que soit le degré d'optimisme ou de pessimisme, ces récits en bonne place se concluent tous par une allocation de ressources accrues en faveur du renforcement des processus de datafication. Donc ça illustre bien le potentiel de la philosophie intégrée, voire militarisée de la data science à limiter l'agence humaine, comme le disait McQuillan en 2018. À travers eux, le futur technocapitaliste de l'IA devient non seulement le seul envisageable, on va skipper ça, non seulement le seul envisageable, et tout le reste doit être réajusté en conséquence, quels qu'en soient les coûts. En ce sens, ces récits font écho avec justesse à la caractérisation classique des idées dominantes proposée par Karl Marx il y a 2 siècles dans The German Ideology, son livre. Maintenant, on va passer vite fait, et je vais devoir accélérer, les coûts de la datafication et de l'IA. Face aux technologies... C'est possible d'aller directement sur les pratiques autoritaires, parce qu'il reste pas beaucoup de... Ouais, ça, ouais. Bon. Donc, on va juste voir les points. Pression environnementale et sur les ressources. Les centres de données consomment une consommation massive d'énergie et d'eau. L'extraction des minerais rares, souvent exploitantes et inévitablement nuisibles à l'environnement. Sam Altman qui avait mentionné que les exigences énergétiques ne pourraient être satisfaites que par une percée telle que un breakthrough technologique tel que la fusion, cold fusion. Et aussi, Sam Altman a une start-up œuvrant dans ce domaine. C'est une coïncidence, j'en suis sûr. Exploitation de la main-d'œuvre, les travailleurs sous-payés au Kenya pour la modération de contenu, par exemple, le travail précaire de type gig economy, alimentant la formation des IA, les fardeaux inégaux à l'échelle globale, tels que les ressources et l'exploitation de la main-d'œuvre extraite du sud global et les profits concentrés dans les centres technologiques du nord global. Donc, après ça, on a les pratiques autoritaires au sens de Glacius. Les applications de surveillance et de contrôle des technologies de l'IA marquent une augmentation importante des capacités étatiques dans le domaine de la défense et de la sécurité. Des systèmes de surveillance massive et des systèmes de guerre alimentés par des algorithmes sont déjà utilisés dans différentes parties du monde. Des systèmes d'armement au ciblage d'attaques aériennes, l'IA est déjà déployée avec des résultats effrayants. Le bombardement intensif de Gaza par Israël, avec le bilan civil et matériel génocidaire qui l'accompagne, est rendu possible par ces technologies. Un reportage du magazine d'investigation israélien Plus 972 met en lumière les problèmes posés par ces systèmes. Alors qu'ils augmentent massivement la rapidité avec laquelle les frappes militaires peuvent être menées, la nature axée sur les données de ces processus apporte également une couche de rationalité et une apparence d'efficacité qui rend les décisions de vie ou de mort bien plus aseptisées.
Ici, là, il y a une citation de 972. Un ancien officier du renseignement a expliqué que le système Hasbora permet à l'armée de faire fonctionner une usine d'assassinat de masse, dans laquelle l'accent est mis sur la quantité plutôt que sur la qualité. Et là, c'est la citation du magazine 972. Un œil humain passera en revue les cibles avant chaque attaque, mais il n'aura pas besoin d'y consacrer beaucoup de temps. Étant donné qu'Israël estime qu'il y a environ 30 000 membres du Hamas à Gaza et qui sont tous destinés à être tués, le nombre de cibles potentielles est énorme. L'effet déshumanisant combiné du voile de la justification algorithmique que procure le système prépare le terrain pour des formes de guerre encore plus intensives qui permettent aux acteurs activés par l'IA de se dérober à leurs responsabilités et de minimiser les pertes civiles. À l'avenir, cela pourrait être encore accentué par le déploiement de systèmes d'armes autonomes, sans un humain dans la boucle, human in the loop. Des débats sont déjà en cours sur ce sujet et des entreprises influentes préparent déjà ce futur marché. Anduril est une entreprise de premier plan dans ce domaine et a développé plusieurs systèmes d'armes autonomes. Son fondateur, Palmer Luckey, connu pour ses opinions d'extrême droite et pour faire partie de la PayPal Mafia et du clan de Peter Thiel, a clairement exposé sa vision dans une récente interview accordée au Financial Times. Ce qui est si puissant avec l'autonomie, et si je cite, ce qui est si puissant avec l'autonomie, c'est que vous pouvez clairement montrer à vos adversaires que vous possédez des armes qui ne coûtent pas tellement d'argent et qui ne coûtent pas de vie humaine, déclare Luckey. C'est une partie puissante de la dissuasion que les États-Unis ont perdue au fil du temps, car notre appétit pour la mort a diminué et le coût de nos systèmes a augmenté. Fin de citation. Des logiques déshumanisantes similaires se retrouvent dans les applications de l'IA au contrôle des frontières et des flux migratoires. Ce complexe frontiéro-industriel, tel qu'il est de plus en plus défini, normalise et alimente les récits anti-migrants, tout en offrant de vastes opportunités commerciales aux entreprises cherchant à nouer des partenariats publics et à accéder librement à de larges ensembles de données. Aux États-Unis, par exemple, des entreprises telles que Palantir, Anduril et Clearview sont en première ligne de cet effort pour déployer des technologies de pointe en matière d'IA, à des fins de sécurité aux frontières, augmentant la militarisation et les dangers pour les migrants, tout en accumulant les données en participant à la légitimation des pratiques autoritaires. Loin de l'image du leader technologique libéral californien d'avant, ces trois entreprises sont dirigées par des personnalités ayant des liens documentés et très publics avec l'extrême droite. Le système de reconnaissance faciale d'intelligence artificielle de Clearview, par exemple, a été notoirement développé grâce à l'extraction massive d'images privées sur les réseaux sociaux en violation des politiques de ces plateformes. Et là je cite, avec plus de 3 milliards de photos extraites de profils et de sites web et de réseaux sociaux, la base d'images de Clearview est presque 7 fois plus grande que celle du FBI. Son application mobile peut associer des noms et des visages d'un simple touch of the screen. La technologie est déjà en train d'être intégrée dans des lunettes de réalité augmentée pour que les gens puissent identifier n'importe qui d'un simple regard. L'Union européenne utilise également l'intelligence artificielle pour contrôler les flux migratoires à ses frontières, particulièrement avec Frontex. Ces usages, entre guillemets, à haut risque selon le Digital Act de l'Union européenne, incluent l'analyse prédictive, la biométrie et les systèmes de reconnaissance des émotions, ainsi que la surveillance automatisée, sans oublier l'extraction et l'accumulation massive de données provenant des migrants, qui n'ont pas le choix. Le déploiement de ces technologies intelligentes coïncide avec une augmentation du nombre de décès parmi les migrants, 2023 étant l'année la plus meurtrière depuis la création du projet Missing Migrants en 2014. C'est aussi l'année du déploiement de ces technologies. L'impact de la datafication dans la facilitation des pratiques autoritaires aussi est bien documenté. Cette tendance s'applique tant au régime soi-disant démocratique qu'aux autres qui sont décrits comme autoritaristes, en particulier en ce qui concerne la surveillance de masse, les campagnes d'influence publique, etc. Les révélations d'Edward Snowden ont mis en lumière les programmes de surveillance massive menés par les États-Unis et leurs alliés, tant à l'intérieur qu'à l'échelle mondiale. De même, des États occidentaux puissants, disposant des capacités techniques nécessaires, ont également déployé des systèmes analysant des données en ligne, les données en ligne de leur population via des systèmes d'intelligence artificielle. Plusieurs gouvernements ont également accédé à ces capacités de manière commerciale par le biais de services d'entreprises proposant leurs logiciels de surveillance, comme par exemple NSO, le groupe israélien. Avec l'avènement des
plateformes d'IA générative et leur accessibilité accrue, de nouveaux risques émergent. La technologie permettant des formes plus avancées de campagnes de désinformation. Ces campagnes peuvent être utilisées pour influencer les élections dans des systèmes démocratiques et hybrides, ainsi que pour discréditer les acteurs de l'opposition politique et éroder la confiance sociale. Des exemples récents incluent l'utilisation de deepfakes lors des élections en Turquie en 2023, en Slovaquie et en Argentine. La technologie évolue rapidement, les modèles récents nécessitant seulement 15 secondes d'audio pour reproduire avec précision la voix d'une personne. Malgré la décision d'OpenAI de retarder la mise à disposition de ces technologies au grand public via leur plateforme, des technologies similaires sont déjà accessibles à des utilisateurs avec plus d'expérience technique à travers le monde. Maintenant, on passe à la conclusion. Dans cette phase d'engouement et de conquête triomphante de la datafication de l'IA, nous devons refuser la propagation incontrôlée et tous les coûts qu'elle engendre au niveau matériel, de la main-d'œuvre et épistémique. J'ai dû skipper les aspects matériels, mais bon. Les récits doivent être critiqués et remis en cause. Leurs fondements implicites doivent être exposés dans toutes leurs dimensions inhumaines et leurs implications impérialistes et fascistes. Nous devons insister sur le fait que ces technologies et ces algorithmes doivent se révéler justifiables dans leur utilité pour leur adoption, et non seulement rentables pour les entreprises en termes monétaires et en termes de capital donné. Les coûts qui leur sont associés en termes de dévastation environnementale, d'autoritarisme alimenté par des algorithmes, d'exploitation accrue de la main-d'œuvre et de fermetures épistémiques doivent être au cœur de l'évaluation de l'utilité alléguée de ces pratiques. Il se pourrait qu'ils offrent certains bénéfices sociaux dans certains secteurs, par exemple la santé, la recherche, etc. Mais même ces bénéfices potentiels ne peuvent être réellement atteints sans transférer le contrôle du processus, passant d'une logique de marché à une logique plus démocratique, qui dépasse la récursivité dépossessionnelle intégrée dans la forme actuelle que l'on a. Bien que l'engouement actuel pour les technologies alimentées par la datification puisse momentanément s'atténuer face aux capacités limitées actuelles de l'IA, il est peu probable qu'il disparaisse entièrement sous les configurations structurelles et institutionnelles qui dominent notre monde. D'énormes sommes ont déjà été engagées pour le développement de l'infrastructure nécessaire pour incruster ces technologies dans les sphères toujours plus nombreuses de la vie sociale, et la géopolitique et la géoéconomie associées à ces infrastructures ainsi qu'à leur application potentiellement révolutionnaire dans le cadre d'une nouvelle guerre froide garantissent que leur propagation non seulement restera sans vrai contrôle de la part même de gouvernements influents, mais qu'ils feront tout leur possible pour assurer le développement pour des raisons de sécurité nationale et de compétition politique mondiale. On voit déjà ça avec l'administration Trump. Cette nouvelle course aux armements, tout comme celle de la première guerre froide qui était plus nucléaire, représente en effet un risque existentiel, comme le qualifieraient certains tests réalistes. Mais ce risque existentiel n'est pas dû à la potentielle domination future de l'humanité par une AGI super intelligente. Au contraire, le véritable risque existentiel de ces technologies réside dans la dévastation environnementale continue de la planète, la colonisation de la vie quotidienne et la diffusion insidieuse des valeurs et idéologies qui y sont associées. L'exclusion d'alternatives futures et le renforcement des pratiques autoritaires qui maintiennent le statu quo. Refuser et résister l'assaut de la datafication requiert une compréhension claire du processus de ses moteurs. Cela implique de prendre au sérieux les racines historiques, les connexions à d'autres processus capitalistes et les multiples implications de la datafication. Dans le Sud global, les options de résistance et de refus peuvent être adaptées aux réalités de nos positions dans les chaînes d'approvisionnement mondiales qui alimentent le processus, ainsi qu'aux réalités des structures impérialistes coloniales qui le rendent possible. La résistance et le refus peuvent intervenir à plusieurs niveaux, selon la dimension spécifique dans laquelle se déploie le processus. Au niveau géopolitique, cela pourrait se traduire par un soutien critique aux initiatives qui contestent l'emprise de l'impérialisme des plateformes, tant sur le plan matériel que juridique, y compris celles menées par des acteurs étatiques aux intentions et pratiques souvent douteuses. En pratique, cela pourrait signifier l'émergence d'un nouveau type de mouvement non aligné qui contesterait la domination des États du Nord global et des acteurs corporatifs style GAFAM, ainsi que leur contrôle autoritaire sur les processus de datafication.
Tout cela resterait cependant contre-productif s'il n'était pas accompagné d'efforts d'organisation à la base pour contester les manifestations locales autoritaires de ces processus. Remettre en cause les fondements extractivistes exploitant de la datafication requiert une mobilisation forte contre les nombreuses manifestations de ces impacts néfastes à l'échelle mondiale. Cela pourrait se faire par la mise en place d'un front commun reliant l'activisme environnemental décolonial aux formes classiques d'activisme syndical ainsi qu'aux approches axées sur les droits de l'homme. Il faudrait également développer des approches pédagogiques qui contestent les récits idéologiques naturalisants et promouvant ces processus comme une panacée aux maux du monde, tout en produisant des contre-récits qui mettent en évidence leur nature autoritaire et coloniale et proposent des modes d'existence alternatifs et inclusifs, alternative and inclusive ways of being, œuvrant à maintenir la potentialité des futurs que les acteurs et récits dominants du moment cherchent à exclure d'avance par des logiques souvent improbables. Refuser le dispositif actuel ouvre la voie au développement d'alternatives, qu'elles soient technologiques ou autres, pour répondre aux problèmes que les techno-optimistes promettent de résoudre dans un futur utopique constamment repoussé. Cela pourrait signifier des visions longtemps suggérées telles qu'une réorganisation des relations sociales et de la production selon des schémas non capitalistes, la sortie du paradigme de la croissance qui guide nombre de décisions à l'échelle mondiale, le développement d'alternatives démocratiques localisées et technologiquement souveraines qui ne soient pas guidées par une logique de profit et un impératif d'accumulation ou un mélange de tout ce qui y précède. Quelle que soit l'alternative privilégiée, il est clair que le pacte faustien colonial actuellement proposé doit être considéré comme insatisfaisant face à l'urgence globale du changement climatique et à ses conséquences irréversibles. Investir des ressources massives dans une solution technologique qui contribue en elle-même au problème, tout en accordant carte blanche à ses promoteurs dont les visions du monde problématiques et les antécédents peu convaincants en matière de réalisation de leur vision utopique futuriste dans d'autres domaines, ne peut être envisagé. Et là, je pense à Musk et ses promesses constamment repoussées sur le full self-driving, sur l'hyperloop et sur la colonisation de Mars. Dans cette optique, continuer à faire des affaires comme d'habitude serait un pari risqué et peu recommandable. Au lieu de rechercher des solutions technologiques rapides et d'investir dans leur développement, une meilleure alternative pourrait être de privilégier la transition hors de notre mode de production fortement carboné. Une tâche qui serait beaucoup plus gérable avec une volonté politique suffisante pour rediriger les ressources colossales investies dans la poursuite de mirages techno-utopiques toujours plus distants qui ne servent qu'à renforcer le chantage discursif autoritaire, écartant d'avance de par ses implications toutes sortes de trajectoires alternatives. C'est les dernières deux phrases. L'histoire regorge d'intersections et d'alternatives, certaines inexplorées et d'autres vouées à une fin tragique. Par exemple, au Chili d'Allende, le projet CyberSyn, ignoré par les promoteurs du discours du no alternative, there is no alternative, la fameuse ligne de Thatcher, à travers les âges. Ces tentatives émancipatrices échouées et ces remises en cause des systèmes dominants à l'échelle mondiale peuvent et doivent encore nous servir de source d'inspiration. Ils offrent des éclairages sur la manière dont les discours dominants imposent leur emprise pour saboter matériellement et symboliquement les alternatives menaçantes et en effacer l'attrait. Et voilà. Merci. Désolé de l'attardement. Merci Khalil pour ce texte et ce travail très très dense, très très référencé. Je pense qu'il y a beaucoup en fait de technicité qui m'échappe personnellement en tant que sociologue, anthropologue, beaucoup plus habitué à des terrains qui sont, disons, plus liés à des pratiques culturelles des gens que à des logiques en fait étatistes et liées en fait aussi à un économisme très en vogue en ce moment. Mais en fait, je me permets très rapidement peut-être de faire deux petits commentaires et deux petites questions également en reliant ce texte à une problématique générale de l'organisation de nos sociétés modernes et aussi des problèmes qui sont aussi traités par la sociologie, comme la question environnementale, la question de l'autoritarisme, la question de l'organisation sociale et ce qu'elle produit en termes de
en termes en fait, de dysfonctionnement de la vie des gens ordinaires. Et on aura aussi l'occasion de lire ton texte qui sera sans doute bientôt publié dans une revue scientifique et bien sûr en fait, d'aller approfondir encore plus les différentes pistes de réflexion. Donc ce que j'apprends aussi par rapport à ton travail et à ce texte, c'est que en fait, la technique n'est absolument pas neutre du point de vue idéologique. Et la technologie ou bien la techné n'est pas neutre, mais cette affirmation n'est pas neuve en fait. Cette affirmation est très ancienne, largement confirmée par les processus de la guerre moderne. Et aussi par rapport à la question de la colonisation en fait. Toute la technologie de la colonisation, bien la colonisation a bel et bien reposé en fait sur une technologie d'armement et une technologie de checkpoint et de surveillance et de cadrage des populations et de ce que un philosophe, Michel Foucault, appelle une gouvernementalité, une disciplinarité des corps, une naissance d'une biopolitique ou bien d'un biopouvoir qui est capable d'aller en fait façonner ou imposer des manières d'être pour les corps en général. Mais ce qui me frappe en écoutant ton intervention, c'est la nouveauté des idéologies périphériques dans ce processus. Les idéologies périphériques qui viennent des confins des anciennes idéologies fascistes, des résidus et des restes des anciennes affirmations fascistes, racialistes, pour se greffer aujourd'hui aux religieux, pour se greffer à des formes du christianisme par exemple, entre autres, et au libéralisme mercantiliste. Ce que tu as présenté, c'est cette question bien sûr, en fait, du business qui est un lead de la mise en place de ce qui se présente comme des solutions humanistes est assez central dans cette intervention, je pense. Mais ce qui me frappe, donc, c'est l'ancrage dans des idéologies périphériques et qui viennent en fait se greffer au libéralisme aujourd'hui. Donc l'exemple de l'administration américaine aujourd'hui, je pense, en est un. Ou bien l'administration de Poutine, ou bien plusieurs États européens qui, à travers les élections récentes, ont choisi l'option de l'extrême droite avec en fait, des alliances avec ces idéologies que j'appelle ici périphériques. Donc une première question d'ordre un peu sociologique, si tu veux, mais assez aussi générale, c'est comment réagissent aujourd'hui les idéologies modernes établies. Par exemple, le libéralisme, c'est-à-dire le libéralisme classique avec ses acteurs puissants est-ce qu'ils sont en train de perdre un terrain face à ces nouvelles idéologies émergentes dans des églises périphériques, comme les partis démocrates par exemple. Je pense comment réagissent les partis démocrates face à cette question, les partis chrétiens démocrates également, les partis de la social-démocratie, voire les républicains modérés, y compris face au phénomène de Trump par exemple. Des républicains qui se conçoivent dans cette transformation. Est-ce qu'il y a des alliances? Est-ce qu'il y a des compétitions? Est-ce qu'il y a des formes de continuum entre ces petites églises qui émergent par une forme de fascisme et qui croient en fait à ces formes d'intelligence et les anciennes idéologies établies? Deuxième remarque et question, c'est que dans l'approche critique de la datafication que tu nous proposes, tu soulèves et tu décris de manière vraiment pertinente en fait, comment des données sont avant tout une forme de capital. Où se joue en fait, à l'intérieur de ce capital se joue l'impératif d'accumulation des données qui guide de nombreux acteurs, que ce soit économiques ou bien étatiques. Donc il s'agit avant tout d'une formation technique pour des États surpuissants, si je suis ton raisonnement, et les acteurs économiques également qui déploient un jeu motivé d'abord par le profit, par l'argent, par la possession, par l'inégalité, donc rien de nouveau, et par l'expropriation et la domination, donc domination raciale, domination coloniale, environnementale. Et tu montres ensuite que parmi les idéologies qui soutiennent cette datafication, on retrouve largement le technocapitalisme qui se conjugue à de l'autoritarisme et qu'on retrouve également dans des guerres génocidaires, comme tu as cité. Donc aussi la question de la frontière qui est centrale, le fichage, la surveillance, les systèmes carcéraux. J'aimerais savoir en fait ton sentiment de chercheur
quant à la conscience aujourd'hui vis-à-vis de ces transformations qui interviennent au cœur des pratiques administratives ayant une histoire qui est celle de la modernité, en fait, de l'administration des États. Peux-tu revenir un petit peu brièvement sur les propositions qui, depuis le Sud global, émergent, que cela soit au cœur des États qui souhaitent utiliser la technologie, mais dans une logique d'autodéfense, ou bien une logique d'organisation éthique de la société, une organisation à la Weber, en fait, d'une société, d'une administration qui fonctionne, ou bien des réponses plutôt radicales des mouvements anti cette néocolonialisation qui se réalise. Donc voilà, on le sait par rapport au moins de la théorie foucalienne, c'est que toute nouvelle forme de domination engendre également une nouvelle intelligence qui se pratique au niveau de la contre-domination ou bien de ce qu'il appelle des contre-conduites. Voilà, ce sont mes deux questions, mais avant d'y répondre, je veux ouvrir en fait le débat et la discussion, et puis tu auras un moment pour répondre à l'ensemble des questions. Okay. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Parce qu'en fait, c'était un exposé extrêmement touffu. Donc, je ne sais pas si nous, on a perçu la multiplicité des enjeux qu'il y avait. Parce qu'il y avait vraiment, à mon avis, il faut connaître un certain nombre de choses. Par exemple, il y a le mot de solutionnisme qui a été présenté un certain nombre de fois. Peut-être qu'il faut une petite définition du solutionnisme. Ouais. Le solutionnisme, c'est l'idée que les problèmes posés par la technologie ne doivent pas entraîner une réduction de la technologie, mais plus de technologie pour résoudre les problèmes de la technologie. C'est la solution naturelle. C'est ça le solutionnisme. Alors après, il y a le solutionnisme soft, le solutionnisme dur. Il a surtout évoqué le solutionnisme dur, ou alors on bannit tous les problèmes immédiats en disant on va les résoudre par les problèmes futurs. C'est pour ça que c'est lié, effectivement, au long-termisme. Au passage, le long-termisme, c'est au cœur de la chaire des transitions, puisque Marwan Jawa a été recruté sur un travail sur le long terme. Son travail de recherche porte sur les ambiguïtés, les difficultés qui existent, comme tu dois le savoir, dans le long-termisme. Donc justement, le long-termisme, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, c'est le renversement de l'éthique, d'une certaine éthique qui était une éthique dominante, qui est l'éthique du principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire on doit avoir peur de l'avenir. Et donc, on ne doit tenir compte que des risques, quoi, en fait. Et donc, on doit limiter au maximum les risques. Et à un moment donné, il y a ces gens, avec à leur tête un type comme Nick Bostrom et puis d'autres, c'est-à-dire qui poussent le bentamisme, pas prononcer le nom Bentham, mais à l'origine de l'origine, même Mathilde, c'est Bentham, pousse l'utilitarisme au maximum dans une forme d'absurdité telle où même le bonheur, ça devient des briques, selon Nick Bostrom. Les utiles. C'est ça, exactement, des briques. Un truc complètement hallucinant. Mais alors, juste une question, justement. Alors là, ça arrive à une question, parce qu'en fait, Nick Bostrom, il a une grande ambiguïté là-dessus. Parce que d'un côté, il veut optimiser cette espèce de futur absolument lointain au détriment des risques présents, en faisant prendre des risques complètement démentiels. Il prend même le risque de l'extermination totale. Parce qu'il y a une seule chance pour que ça soit multiplié par des milliards, il vaut mieux viser la multiplication par des milliards, on ne comprend pas bien exactement ce qu'il veut dire, d'autant plus que pour lui, dans d'autres articles qui ont été publiés dans son livre, pour lui, il y a 99,999% de chances que nous soyons déjà que des data. C'est-à-dire que nous soyons déjà, même pas des individus de chair et d'os, mais des joueurs, c'est pas, tu as lu lire cet article sur, qu'en étant dans un jeu. Live in a simulation. Exactement. Et quel est son argument pour ça? C'est un argument quand même assez facile. Aujourd'hui, on a déjà du mal à déterminer la réalité simulée avec le réel, mais il dit dans l'avenir, il est clair qu'on arrivera, la simulation et la non-simulation seront indistinguables. Mais comme il peut y avoir une multiplicité quasi infinie de mondes simulés, mais par contre qu'il n'y a qu'un monde réel, donc ça veut dire qu'il y a, infiniment plus de chances que nous soyons déjà une simulation, puisqu'il y a un seul monde réel contre une infinité de mondes simulés. Et donc, donc nous serions la simulation. Donc le type, on se demande finalement ce qu'il veut défendre, puisque quelque part, pour lui, on est à déjà 100%, enfin presque 99%. Et puis, Nick Bostrom.
Et il y a quelque chose que j'ai trouvé fascinant, mais j'imagine que tu développes dans ton article, c'est sur l'IA comme un système de déresponsabilisation, et l'IA comme un système de destruction hygiénique, quoi. Et là, peut-être que ça mériterait un certain développement. Et puis, bien sûr, il y a toute la partie du début sur la question de la primauté du vol dans la constitution même de ce qu'est la propriété, qui était une idée finalement qui avait émergé chez Proudhon, mais que Proudhon n'a pas développé outre mesure, même si il dit la propriété c'est le vol. Là, on voit que l'acte constitutif de la propriété, c'est le vol, et que la propriété finalement c'est de la valeur, donc c'est même l'acte constitutif de la valeur. Donc dans un sens, ça va plus loin que Marx qui nous parle de plus-value, plus de valeur, c'est la valeur elle-même en tant que telle qui est constituée par le vol. Alors on voit le lien avec la colonisation, puisque la valeur se constitue par l'expropriation, c'est-à-dire par le fait d'aller de prendre. Tu prends, tac, et ça crée la valeur. Et alors l'information, le data, c'est le maximum du fétichisme de la marchandise, début du Capital de Marx, puisque là, c'est de la marchandise qui n'est que la marchandise, c'est-à-dire qu'en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'elle est appropriée, elle devient, parce qu'elle est fétichisée, elle devient toute la valeur. Et donc effectivement, il faut l'accumuler sans cesse. Ça serait le maximum. Donc je pense que là, oui, on tient quelque chose sur la question de la fabrication de la valeur et la destruction non seulement physique, mais la destruction morale de l'humanité. Bon. Il y a d'autres choses, mais je pense que déjà... D'autres Les questions, on peut les avoir en anglais, en arabe, dans toutes les langues. Oui. En arabe. Ouais. Mais il préfère même en anglais Khalil. Non, c'est tranquille. Je vais mixer les choses. Quand tu dis les GAFAM prennent la data de manière autoritaire, un libéral il pourrait dire mais personne ne te force à utiliser Facebook, Oui. tu n'as pas utilisé Facebook en fait si tu veux pas qu'ils sachent que tu as des amis. Qu'est-ce que tu réponds? C'est juste sur le discours d'un libéral qui dirait bah non, personne ne t'oblige à rien. C'est un contrat entre un individu et une plateforme, et lui, ça te permet de te mettre en contact avec tes copains gratuitement, et en échange, quand tu écris des messages, bah, j'entraîne mes algos dessus. Ouais, mais tu sais pourquoi a été créé le droit du travail? Non, mais c'est pour Tu sais pourquoi a été créé le droit du travail? Comment a été créé le droit du travail? Le droit du travail, c'est un droit d'exception par rapport au droit civil. Pourquoi? Parce que normalement, le droit de base, c'est le droit d'échanger sa volonté. Mais comme on s'est rendu compte après la Révolution qu'on ne pouvait pas échanger sa volonté librement, parce que ceux qui possèdent le capital pouvaient imposer des clauses qu'on appelle léonines, c'est-à-dire des clauses qui sont dominantes, tu ne peux rien faire parce qu'il faut que tu vives, ben, on a créé un droit qui volontairement est déséquilibré en faveur du salarié. Volontairement. Et donc là, à mon avis, on est face à la même logique. Comment tu peux faire aujourd'hui, même si tu veux pas? Si tu veux pas, c'est un contrat, et tu veux pas, ben tu peux pas, parce que tu peux rien faire. Tu peux pas exister, tu peux pas faire ta propre publicité, tu peux pas obtenir de travail. Donc il y a un truc additionnel, tu dirais qu'il devrait y avoir une espèce de droit qui est propre au développement du numérique, qui serait une espèce de droit à ce que j'utilise toute cette plateforme sans que tu me prennes ma donnée. C'est qu'il y a des nouvelles conditions sociales créées par la technologie qui sont un pied à la logique même du contrat public. Ok, parce que je ne suis même pas vraiment au courant en plus. C'est pour ça que je te posais une vraie question un peu naïve, mais franchement, tu m'as convaincu. Mais je te jure que c'est vrai. Je ne savais pas cette histoire du droit du travail. C'est intéressant de voir que le droit du travail, c'est ça. Effectivement, sinon tu peux dire que tu travailles gratuitement pour 2 € par mois, tu n'as pas le choix, c'est mieux que rien. Exactement. C'est pour ça que je t'ai pris. C'est pour ça que je t'ai convaincu, mais je me suis dit qu'avec cet exemple. C'est vraiment sérieux en fait. C'est la scène. Oui, je voulais juste réagir à la simulation. Baudrillard dit c'est pas le simulacre qui cache la vérité, c'est la vérité qui cache qu'elle n'existe pas. Et donc, en même temps, remettre un peu en cause la notion de dépossession. Ce n'est pas une dépossession, mais c'est un grand remplacement du réel par le virtuel. C'est encore Baudrillard dans le crime parfait, sans doute. Voilà. Alias, c'est un crime parfait. Le sens de Baudrillard. Ouais. Tu veux répondre un petit peu à déjà ces questions? Je suis un petit peu les corps et âme, vu que je travaille dans l'entrepreneuriat et
la vision portée par l'UFCC et par notre université est celle de créer des startups deep tech qui utilisent l'IA dans leur modèle opératoire. Donc, comment dire, il y a quelques dissonances quelque part. Mais, mais du coup, Khalil, une question pour toi. Si on t'enlève de ton... On te kidnappe de ton bureau de chercheur et on te propulse dans un bureau de conseiller des décideurs qui sont censés réguler l'IA au Maroc. Qu'est-ce que tu conseillerais concrètement? On le fait pour toi, tout ça on s'en occupe. Qu'est-ce que tu conseillerais comme positionnement pour le Maroc, donc un pays africain dans le sud global? Est-ce qu'on regarde de loin? Est-ce qu'on joue au même jeu avec les mêmes règles? Est-ce qu'on impose nos propres règles, quitte à se faire exclure du jeu du Nord? Qu'est-ce qu'on fait? Tu es au cœur de la question de la souveraineté technologique aussi. On va y toucher pour ta question aussi. Pour tous les trois, un peu plus simple. Au début, tu disais qu'il y a cette technologie dont tout le monde parle, mais y compris ceux qui ne connaissent rien. Donc, dans la communauté scientifique ou des experts qui travaillent sur ces thématiques de l'application et de l'IA, est-ce qu'on pense connaître un peu le problème ou est-ce qu'on reconnaît que pour l'instant, nous aussi, on n'y connaît rien, que tout le monde n'y connaît très rien à ce genre de technologie? En fait, c'est pas qu'on ne connaît rien, j'exagérais évidemment, on exagère tout le temps dans une introduction, comme même après l'introduction. Mais je pense que c'est surtout qu'on surévalue en fonction de nos propres préjugés. Et donc, par exemple, comme notre préjugé, le mot même d'intelligence artificielle suppose intelligence, suppose intériorité, conscience, etc., immédiatement, on fait une sorte de déplacement psychique en disant... Anthropomorphique. Voilà, anthropomorphique. Donc, intelligente, elle est plus complexe. Si l'intelligence c'est la complexité, j'ai beaucoup travaillé sur l'imaginaire de la complexité. C'est plus complexe, c'est plus intelligent, c'est plus, etc. Et d'un seul coup, on dit donc l'intelligence artificielle est même plus consciente que moi. Donc elle est plus, donc elle va me remplacer. Et donc il y a toute une chaîne de signification qui s'établissent, alors que c'est pas ça. Si on sait comment ça fonctionne, par exemple, si on sait comment fonctionne ChatGPT, c'est juste, il y a la phrase, et ensuite statistiquement, qu'est-ce qui revient le plus souvent, par classement ordinal, ensuite, c'est-à-dire, si on mettait seulement ce qui revient le plus fréquemment, ça serait un peu trop circulaire comme phrase, mais si on met ce qui revient le plus fréquemment, mais en 4e, puis 10e position, puis au bout d'un moment, ça donne le sentiment d'un récit de réponse qui est plus complexe, plus élaboré, plus etc., etc. Est-ce que ça, on peut appeler ça même une forme d'intériorité, une forme de désir, une forme de ceci, une forme de cela? Non, c'est plus complexe au sens computationnel, évidemment, parce que c'est plus complexe au sens computationnel. Mais le réel lui-même autour de nous, si on le prend dans sa totalité, il est plus complexe aussi, et pourtant il ne pense pas. Donc voilà, dès qu'on éclaircit un tout petit peu la chose, on se rend compte qu'on n'a plus de raison d'avoir un certain nombre d'angoisses. Par contre, on peut avoir des raisons d'avoir d'autres types de problèmes critiques. C'est pour ça que je pense que son travail, c'est un travail vital, presque. Il parle de théorie critique, de ce qui fait aujourd'hui cette espèce d'imaginaire de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, ça devient un point de vue imposé. Donc ça, c'est intéressant de déconstruire ce point de vue. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut revenir à cette image, je crois, pour souligner l'importance de la technologie et des récits en ce moment. Je crois qu'il faut revenir à cette slide, parce que là, ils sont... J.D. Vance, c'est la créature de Peter Thiel. Bien sûr, bien sûr. Si Trump a une petite crise cardiaque, ça sera bien sûr lui le président des États-Unis. On connaît déjà son idéologie. C'est déjà ce que bon, ça. Voilà. Oui, parce que j'ai mal compris. J'ai pas d'exemple en tête, mais j'imagine que dans l'histoire, il y a des technologies, des phénomènes sur lesquels on a beaucoup compté, et on ne s'attendait pas du tout aux résultats qui étaient dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc, est-ce qu'on a conscience, justement, comme tu disais, du fonctionnement de l'IA, de la datafication? Est-ce qu'on a conscience de ce qui nous attend dans l'avenir?
Est-ce qu'il y a encore des zones d'incertitude? Donc, en gros, on essaie maintenant, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va donner, dans quelle mesure ça va impacter nos vies. Si tu veux. Il y a des questions. Donc, Ça en va fait, beaucoup. je pense que la techno, je pense que les gens qui bossent dessus, les gens qui développent, par exemple dans mon équipe qui en font au quotidien, ce qui n'est pas forcément hyper facile à comprendre, c'est les impacts plus sur les modèles économiques, ou sur, c'est exactement comme Internet. En fait. Voilà, ou sur les modèles genre Internet, entre le moment où il y a Internet existe et le moment où il y a Amazon, c'est-à-dire qu'en fait, par Internet, c'est ça, c'est ça la question. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Moi, c'est que les gens. On sait, mais c'est pas encore vraiment. En fait, on comprend la techno, mais pour plein de techno, tu ne comprends pas nécessairement comment ça va changer les modèles d'affaires. Par exemple, c'est comme l'électricité. Je te dis un truc, l'électricité, tu ne t'imagines pas qu'un jour, il y aura l'ONE qui va mettre des câbles, qui va vendre un truc à l'IDEC, qui ensuite va t'émettre des factures chaque mois. Il y a plein d'acteurs qui vont naître de ces technos, et avec des modèles économiques différents, et c'est ce à quoi jouent les fonds d'investissement. Typique Paris, sur I2, ils pensent que le modèle économique, c'est OpenAI, tu vas utiliser un modèle, tu vas payer 2 centimes à chaque facture. Et en fait, on se rend compte, ah bah non, en fait, c'est pas ça. Typique, en fait, c'est un centième de centime, dans la même chose. Donc, du coup, même aujourd'hui, les gens se disent, mais qui va capturer la valeur finalement de ces trucs-là? Et c'est pas très clair, parce que les modèles maintenant sont en open source, donc je peux le télécharger dans mon PC. Donc là, tout le monde comprend la techno, et vu que c'est open source, maintenant, tu peux même vraiment bidouiller et voir dans le détail près à quoi ça marche. Mais donc, du coup, il n'y a pas tant de mystère que ça. Ça fait des trucs rigolos, ça fait une poésie, ou ça peut faire des chansons, mais ce qui n'est pas très clair, c'est qui va. Il y a beaucoup de spéculations autour de comment ça va modifier les chaînes de valeur et qui va vraiment gagner de l'argent dessus. Qui vont être les vrais dominants, voilà, qui veulent vraiment bénéficier. Et c'est purement spéculatif. Alors, Nvidia, la valorisation d'Nvidia actuellement, qui sont les puces sur lesquelles on entraîne les modèles, tout le monde sait que c'est délirant. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il y ait des revenus qui justifient cette valorisation, normalement, si la valeur pour X trillions, c'est qu'il y a un fichier Excel où on dit voilà, les revenus vont être comme ça, tout le monde va acheter des puces partout pour entraîner ses impôts. Il y a quelqu'un qui a fait des slides là-dessus. Mais en fait, on se rend compte, bah en fait non, parce qu'il y a des Chinois, ils ont réussi à le faire avec beaucoup moins de puces. Donc il y a juste, donc ça fait moins 20%, puis il y a encore des gens qui disent, mais moi je pense que ça va encore chuter. Le chiffre, c'est 1 million de dollars pour les Chinois, 1 million de dollars de puces Nvidia, et c'est 6 millions de dollars, 6 millions de dollars, donc 1 million de Nvidia, mais pour ChatGPT avant, c'était 6 milliards. Voilà, et donc c'était énorme. Et l'impact sur les valorisations, bah, c'est cette fois, voilà. C'est ça où il y a du mystère. C'est ça, il y a la techno qui est comprise, c'est plus sur la manière dont ça va changer l'économie, qui est là où on est dans la spéculation. Mais dans l'histoire, ça a été très difficile. C'est bien pour ça qu'en fait, les gens, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent, beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, c'est qu'historiquement, c'est très compliqué de savoir. Par exemple, le-commerce, je prends cet exemple, c'est hyper analysé. Tout le monde sentait bien qu'avec Internet, les gens laissaient faire commander des trucs. Donc du coup, il y avait des acteurs avant Amazon qui disaient bah, moi je livre des trucs, mais en fait, ça a mis énormément de temps parce que les gens adoptent cette techno. Et donc finalement, ces entreprises ont perdu beaucoup d'argent, elles ont fermé, le crash de Internet. Et donc là, avec l'IA, on a l'impression que c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de spéculation, des gens qui disent voilà, nous on va devenir riches parce qu'on a fait OpenAI, donc tout le monde investit, ça vaut des centaines de milliards, ils pensent qu'ils vont faire beaucoup de revenus. Et là, on est en train de découvrir que, bah, peut-être pas. Et donc, je schématise un peu, mais c'est ça. Je voulais juste revenir sur. D'abord, merci pour la présentation. Et revenir sur ce que disait Nestlé, en fait, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, il y a deux choses qui sont à la base. C'est d'abord une idéologie. C'est une idéologie. Si on reprend les personnes que tu as citées, que ce soit Andreessen, que ce soit Thiel, que ce soit toutes les personnes que tu as citées, depuis les années 60, on avait des hippies, des libertariens. On a eu des gens qui sont devenus de gauche, qui sont devenus démocrates avec Al Gore quand il a créé les outils de l'information. Et on a les mêmes personnes. Andreessen, il est au Parti républicain, c'est le fondateur de Netscape, c'est un des pères d'Internet. Et quand on regarde le cheminement de ces personnes, on se rend compte qu'en fait, eux, ils ont toujours eu le même positionnement idéologique. C'est des hommes politiques qui s'approchaient de nous et qui leur offraient ou non un cadre intéressant pour leur développement. Mais la question que je vous pose, je pense qu'elle est intéressante parce que si on a le courage et la franchise de répondre, c'est ce que disait ce que vous voyez tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
Et aujourd'hui, à moins de sortir, de débrancher son téléphone sur un ordinateur, etc., on ne peut pas. Mais ça ne veut pas dire que la question ne doit pas être posée. Au contraire. Aujourd'hui, on est à la limite entre deux systèmes. Surtout pour nous, on a parlé, enfin nous, c'est-à-dire les gens du tiers-monde, on a vraiment besoin de réécrire une partie de cette histoire qui est en train de se faire, de ne pas être à nouveau colonisé. Nous n'avons aucun droit au chapitre. Et ça passe par la création de cloud souverain, ça passe par nos gouvernements de nous investir massivement et à perte dans le développement de solutions souveraines, une messagerie, des browsers, etc. Autrement, aujourd'hui, on court une course qui va déterminer ni la longueur, ni le fonctionnement, ni le règlement. Et le règlement, vous avez vu avec ce qui se passe en ce moment, on peut le changer sans logique. Mais si on revient un peu sur toutes ces personnes, elles sont dans leur. Elles sont stables dans leur communauté depuis la création de leur idéologie. Thiel, qui ne parle pas beaucoup, sauf dans les investissements, c'est un facho, et depuis le premier jour. Ouais. Et c'était quelqu'un qui est contre. Et nous collectivement, j'imagine que tout le monde a compté PayPal, et bien on va rejoindre dans la Chine. Pourquoi? Parce qu'on a la flemme de. Vous connaissez le serveur de Google, tu peux arriver à le meilleur moteur de recherche que tu veux, je vois 5% des gens ont pris l'habitude. La prime. First mover advantage. Tout le monde a répondu sauf Khalil. 10 minutes, pas plus. Je vais essayer de voir ce que j'ai noté. Donc, je vais commencer par répondre à Montasser. Tu m'as posé la question sur la nouveauté de ces idéologies périphériques et de leur combination, etc. En fait, ici, et ça va se connecter aussi à la remarque de Saad sur l'idéologie californienne en général. Il y a eu une évolution. Au début, on avait les hippies avec leur counterculture, etc. Mais en même temps, ils ont vite changé. La Silicon Valley a toujours été très connectée au complexe militaro-industriel des États-Unis. In-Q-Tel, c'est la VC Bank de la CIA et ça a été un des principaux investisseurs de tous les grandes, les GAFAM, etc. au début. Mais en termes d'idéologie, il y a eu un mix. Et là, on commence à voir les petites nuances. On a toujours eu on va les appeler les tech bros, style Musk, etc. Mais maintenant, on a aussi les Theo bros, Théo de théologie. Ils sont très fans d'une sorte de forme de catholicisme réinventé, le Tradcats, les Traditional Catholics, si on parle. Mais ils ne sont pas alignés avec le pape, bien sûr, qui est plutôt, on va dire, il a des opinions de gauche et pas trop fan de leurs idées. Et ça, c'est aussi, au fond, c'est l'idéologie de la suprématie du free market comme le seul et le meilleur moyen, le seul moyen rationnel de faire l'allocation de ressources et de régler le problème. Ça revient aussi à des débats qui datent des années 20, des années 30, de Socialist Calculation Debates, où il y avait von Mises et Oscar Lange qui parlaient, etc., Murray Rothbard et d'autres. Mais à l'époque, il y avait aussi l'idée que, oui, le marché est la meilleure solution possible maintenant, mais ça, c'est un problème de computation. Et à l'époque, bien sûr, quand on parlait de planification économique, c'était au crayon et au papier dans les ministères soviétiques, etc. Mais il n'y avait même pas les calculatrices, on va dire. Donc, ça pouvait se justifier à l'époque de dire que le marché est la manière la plus efficace et la plus rationnelle de faire de l'allocation de ressources. Après, quand on regarde maintenant des compagnies comme Amazon, etc., c'est des économies à part entière, globales et massives, qui font de la logistique et de l'allocation de ressources un peu partout.
ils ne font pas ça selon le free market, ils font ça avec de la predictive data et avec des algorithmes, etc., pour optimiser, aussi avec de l'algorithmic pricing, pour voir des prix à la tête du client, à la tête du data body du client et de combien est-ce qu'on pense pouvoir extraire de profit de ce client. On montre les produits similaires mais plus chers si on assume que la personne peut se payer ça. Et ça rentre aussi dans une logique qui est différente de celle de l'État-nation. Et c'est là où ça devient un peu intéressant. On a l'idée de network state. Network state, c'est une idée qui est revenue à la mode, enfin pas revenue à la mode, mais qui a gagné en importance maintenant parce que les fans du network state qui se connectent à l'idée de la néo-réaction et au technomonarchisme de Curtis Yarvin qui pense que le meilleur moyen de réguler les sociétés humaines, c'est d'avoir des cités-États régis avec un CEO qui serait un techno-king. Au passage, le titre de Musk à Tesla, c'est techno-king. Il a changé, officiellement. Ça, c'est autre chose. C'est le technomonarchisme, on va passer au techno-féodalisme. Ça, c'est plus Yanis Varoufakis, etc. C'est la position de Thiel. Oui, exactement. C'est lui le financier du principal institut de cette histoire. Pourquoi de l'idée de network state, Thiel a aussi été au début, il finançait les seasteading, le Seasteading Institute, l'idée qu'il n'y a plus de terrain où on peut créer nos utopies libertariennes, on va créer des îles artificielles ou de gros bateaux et faire des sociétés là-bas sans loi. Voilà, ça n'a jamais marché. Ils ont fait une petite tentative au Honduras, si je me rappelle bien, ou quelque part en Amérique centrale, mais ça n'a pas trop marché. Ah ouais. Bon. Mais l'idée, pourquoi le truc de Network State, c'est parce que récemment, dans l'affaire du Greenland, il y a le fils de Trump qui a fait une visite avec le Boeing de Trump, avec Trump et tout écrit comme ça, mais il a emmené avec lui les gens qui représentent cette idée, les gens de l'Institut qui pushent pour cette idée de Network State. Parce que même pendant la première administration Trump, ils avaient suggéré le rachat du Greenland par les États-Unis comme terrain pour commencer à faire des petites villes techno-monarchist style. Ce qui n'est pas nouveau, en fait, dans l'histoire américaine. Il y a toujours eu les company towns, que ce soit pour des mines, pour des industries, etc., où c'était l'entreprise qui contrôlait toutes les terres, le housing, les boutiques, la bouffe et tout. Et ils ne payaient pas les employés en dollars. Ils les payaient avec du company script. C'est en fait de l'argent de Monopoly qu'ils impriment comme ça. L'employé, il doit rester là-bas et il n'a pas le choix parce qu'il ne fait jamais d'économie en dollars, il ne peut pas se déplacer ailleurs. Donc c'est un peu la même idée qu'ils essaient de réinventer pour l'ère technologique où l'on est. Et donc, tu as aussi posé la question de la réaction des idéologies établies telles que le libéralisme, etc. Donc, pour parler des démocrates, on a eu, pendant l'administration Biden, il y avait eu Lina Khan, qui était au FTC, qui a vraiment essayé de faire un peu le shérif dans la Silicon Valley, en essayant de faire des amendes, en essayant d'attaquer Google, Amazon, etc. Ça n'a pas... Il y a eu des progrès, mais ça, voilà, c'est un combat inégal, on va dire. Il y a aussi Elizabeth Warren qui a fameusement fait campagne contre la Silicon Valley avant. Mais il y a aussi des dysfonctionnements dans un endroit surprenant, dans le camp MAGA. Au début, après l'inauguration de Trump, il y a eu une grosse bagarre entre la faction Tech Bros de Musk et d'autres. Musk, il était à la tête du Department of Government Efficiency avec quelqu'un d'autre. J'ai oublié son nom, mais il est très, très connu et je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, je zappe son nom maintenant. C'est un Indien. Mais il a fait un post comme quoi il faut avoir les H-1B visas, c'est les visas talents. Et que les Américains, ils sont pas bosseurs au final, et donc c'est bien de ramener des ingénieurs indiens et tout. Hein. Ça a énervé Steve Bannon et la faction white nationaliste des MAGA. Il y a une petite civil war entre les deux en attendant que
Trump donne son opinion, il a choisi d'aller avec Musk. Parce qu'au final, pour Trump, c'est le fric. Et les H-1B visa, tu peux les payer 3 fois moins qu'un ingénieur avec sa green card. Et ils peuvent pas s'organiser, ils peuvent pas contester ça, vu que s'ils perdent leur emploi, ils ont, je sais pas, c'était 2 mois ou 3 mois pour trouver un autre job, sinon ils doivent quitter le pays et revenir en Inde. Donc voilà, il y a ces petits détails. Tu m'as demandé sur les sortes de formes de résistance, etc., par exemple. Et surtout, en fait, la question de la souveraineté technologique. Je ne vais pas pouvoir tout toucher, mais on va essayer parce qu'il y a d'autres points. Mais bon. Donc, il y a des exemples. Il y a par exemple les approches, par exemple les pactes au niveau de l'ONU, les approches internationales et les approches étatiques. Par exemple, le code AI de l'Union européenne, malgré le fait que finalement ils vont pas trop se soucier de ça, parce que maintenant l'impératif c'est de ne pas perdre la course et de garder un peu de relevance face aux États-Unis et à la Chine, pour les Européens, je crois. Mais il y a aussi des perspectives, des forces de résistance à des niveaux substate. Par exemple, au niveau municipal, il y a la ville de Barcelone, par exemple, qui a été très intéressante à ce niveau. Ils ont fait une forme de propriété communale de la donnée locale. Ce n'est pas individuel, ce n'est pas free for all. Si on veut exploiter la donnée du secteur de Barcelone, je ne sais plus si c'est toujours le cas, mais au moins il y avait eu cette tentative avec Francesca Bria et d'autres qui étaient là-bas. Mais ceux qui voulaient exploiter la data des gens de Barcelone devaient négocier avec la commune de Barcelone. Donc il y a un équilibre. C'est plus l'utilisateur avec les Terms of Services qui doit juste cliquer Accept, sinon il ne peut pas utiliser Facebook ou Uber ou je ne sais pas quoi. Donc il y a ça. Puis il y a aussi d'autres modèles. Par exemple, les Zapatistas, ils avaient fait leur propre network, ils ont mis leur propre device pour avoir de la 5G, de l'Internet totalement déconnecté de l'État mexicain et de tout le reste. Et donc ils ont la propriété de leurs données d'une certaine manière. Il y a aussi les perspectives des Indigenous Data Sovereignty Movement, IDSOV. Là, il rejette la conception individualiste et la conception étatiste de la souveraineté sur les données. Il voit que ça doit être en général un peu plus communautariste, vu qu'il y a une histoire spécifique là. Et par exemple, si je prends les données génétiques d'une compagnie qui essaie de ramasser les données génétiques d'un groupe, on va dire les Maoris, ou je sais pas. Ils n'ont pas besoin d'avoir tout le monde. Donc si une personne ou 2 personnes ou 3 personnes décident de vendre ça, c'est aussi le reste du groupe qui perd la privacy de leurs données génétiques. Donc ce n'est pas une décision qui peut se faire individuellement. Il faut avoir une sorte d'aspect communautaire de la chose. Là, je vais passer au commentaire de Raphaël. Le solutionnisme, oui, moi je l'utilise dans le sens d'Evgeny Morozov. En 2013, c'était l'une des premières formulations. Et c'est exactement comme tu l'as décrit, donc je ne vais pas l'enlever. Je l'avais comme footnote, mais j'ai dû skip, donc... Ouais. Et sur le long-termisme, je vais juste... j'ai un peu oublié le titre du papier, mais il y a un article dans une revue de philosophie qui a fait un argument que je trouve... c'est checkmate pour les long-termismes, du moins de ma perspective. Le philosophe qui l'a écrit, non, j'ai oublié le nom, mais je vais essayer de le trouver. Je ne l'ai pas cité ici, mais je ne l'ai pas mis. L'idée, c'est que dans la logique interne des long-termistes, l'existence de long-termistes dans le futur est la principale menace pour le futur. Donc les long-termistes devraient s'autodissoudre. Moi, je trouve ça parfait comme argument. C'est tout le niveau que ça mérite comme idée, à mon avis.
Le truc est complètement fascinant. Oui. On a beau se faire expliquer 20 fois. Mais c'est... S'il y a une seule chance de s'en sortir en se multipliant le nombre de vies par des milliards, il faut choisir cette chance. Ouais. Même s'il y a 99% de chances d'être totalement éliminé. Oui. Et, tu me dis, mais c'est quoi ce pari? mais et là c'est aussi l'image. L'image, c'est... Il y a l'aspect racialisé de la chose aussi. Parce que là, il y a Nick Bostrom, il y a Musk, mais il y a aussi the father of eugenics. Parce que quand on parle de climate change, c'est pas important. Ben, les milliards de victimes qui vont se faire à cause du climate change, c'est pas dans le nord global. C'est en général au sud, où il y a moins de moyens de mitiguer et de gérer les impacts. Donc quand ils disent, c'est pas grave que des milliards meurent, si on peut avoir une centaine de milliers qui survivent pour maintenir l'espèce humaine, bah, c'est aussi un truc à prendre, à voir d'une perspective de la racialisation de la chose. Surtout que l'on connaît maintenant très clairement les opinions de ceux qui promettent ce genre d'idées. D'ailleurs, Nick Bostrom, l'une des raisons pour lesquelles son institut s'est fait fermer, c'est qu'il y a eu d'anciens postes qui ont refait surface, où il parlait d'une sorte d'infériorité biologique, intellectuelle de certains groupes raciaux. C'est très récent. Voilà. Et donc, après, ça fait ressortir le fait qu'il justifiait l'idée qu'il était à Oxford, mais qu'il n'est pas prof. Ouais. Et que donc ça a fait tout ça avec les différents collèges d'Oxford récemment c'est prévalé de ça. Voilà. Donc l'aspect du theft is property, le vol c'est la propriété, et les niveaux d'abstraction constamment, on rajoute toujours des niveaux d'abstraction dans le capitalisme, parce qu'au final, le capital, il faut que ça croît, sinon c'est pas du capital, MC, M prime. Donc il faut toujours faire de l'abstraction quand on touche aux frontières physiques de la chose. Et là, on peut penser aux produits financiers avec leurs effets. On peut penser à la crise des subprimes. On peut aussi penser au passage et à l'explosion des cryptos. Au début, avec des rationalités un peu, on va dire, il y avait une certaine logique, mais maintenant, on passe à Trump Coin et Melania Coin, etc. Donc, et les meme coins. Donc, il n'y a vraiment aucune valeur ajoutée autre que la spéculation et la croissance du capital. Et donc voilà, juste pour toucher à ça. Quoi d'autre? Peut-être le Maroc. Et puis je vais juste rajouter sur l'aspect de est-ce que c'est une intelligence? Moi, la définition que j'aime toujours sortir, c'est celle de Timnit Gebru, qui a décrit ça comme stochastic parrots, des perroquets stochastiques. C'est ça, il calcule juste le token qu'il faut qu'il vienne après, et celui qui a la plus haute probabilité selon les datasets est placé là-bas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on finit avec des erreurs qu'on appelle par trick anthropomorphique hallucination. Après, la tendance l'aspect du techno-féodalisme est aussi important. Et là, il y a les études de Cédric Durand et aussi les études, les arguments un peu moins académiques et plus politiques de Yanis Varoufakis sur le sujet. Et moi, je suis un peu plus du côté de Morozov qui dit que non, ce n'est pas un truc nouveau, c'est du capitalisme. La rente a toujours fait partie du capitalisme, la tendance monopolistique a toujours fait partie du capitalisme. Il n'y a pas besoin de définir un nouveau label. Voilà. Et voilà, donc, il y a aussi un autre point sur les GI. Je ne sais pas, peut-être que tu peux me confirmer si c'est vrai ou pas, mais il y avait eu des leaks qui ont été publiés dans l'Intercept, et c'est des leaks de documents internes d'OpenAI et de Microsoft qui disent qu'en interne, la définition de l'AGI is whenever we start making $100 billion in profits. Je crois que c'était sur The Intercept qui a fait le leak, mais ça montre qu'au final, ils sont conscients de l'arnaque. Et
ce qui est important, c'est les profits. Donc, on va parler d'AGI quand on a atteint un certain seuil de profit annuel. Et... Dernière réponse pour dernière question. D'ailleurs, c'est la dernière que j'ai. C'est au point que Saad a mentionné. On peut aussi penser aux milliardaires qui étaient démocrates et anti-Trump et anti-MAGA. Jeff Bezos, il a acheté le Washington Post, il a mis Democracy Dies in Darkness en 2016. Là, pendant la campagne, il a interdit aux journalistes de faire un éditorial prenant position contre Trump. On a aussi Mark Zuckerberg qui faisait le libéral et tout, et maintenant, après la survie de Trump, il a dit « Ah, it's a badass moment » et que la corporate culture avait besoin de plus d'énergie masculine. Et il a fait le tour, et il a enlevé tout. Donc voilà, au final, on revient à l'aspect marxiste de la chose. Et c'est que les capitalistes, ils vont avec l'idéologie qui maintient les profits. C'est pour ça qu'on avait eu aussi dans la montée de Hitler, il y avait eu des millionnaires ou des milliardaires à l'époque, je ne sais pas, c'est du Deutschmark, je ne connais pas, mais il y en avait beaucoup qui étaient plutôt libéraux, mais qui se sont alignés avec les nazis parce que ça permettait de casser le mouvement communiste, de casser le mouvement syndical et d'assurer la continuation des profits. Voilà, j'arrête ici. Non, attends, une question. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Là, je l'ai ici, mais je l'ai mis. Qu'est-ce que je dirais au Maroc? C'est dur, ça. Conseil. Ouais. Déjà, je dirais qu'il faudrait commencer avec les propriétés et éviter le technosolutionnisme. Et que pour le Maroc, pour moi, les trucs où on devrait commencer, c'est pas les data centers. On peut avoir un cloud souverain, c'est bien. On peut prendre les modèles disponibles en open source comme DeepSeek, etc. et essayer de les utiliser. Mais on n'a pas vraiment besoin de développer notre propre modèle. On va juste fine-tune les choses. Voilà. Il ne faut pas réinventer la roue. Ça ne sert à rien. Et on n'en a pas les ressources. Oui, la souveraineté sans data center. La souveraineté sans data center, je vois. Oui, un peu, il faut en avoir, mais ce n'est pas la priorité. Et je crois qu'on a plus besoin d'hôpitaux, d'écoles, d'infrastructures. Oui, voilà, c'est mon avis. C'est pour ça que je ne serai pas dans cette position, en fait. En termes de régulation, qu'est-ce qu'on régule, qu'est-ce qu'on ne régule pas? En termes de régulation, qu'est-ce qu'on régule, qu'est-ce qu'on ne régule pas? Peut-être qu'on devrait prendre une approche style... voilà. Ça, c'est pour donner une réponse réaliste. Moi, à la base, je suis de ceux qui disent qu'il faut abolir la notion de copyright et que c'est une notion problématique à beaucoup de niveaux. Et qu'à la base, les sociétés comme OpenAI et tous les autres ne la respectent pas. Donc, pourquoi est-ce que halalun alayna haramun alaykum? Non. Voilà. Bon, merci. Trop cool. Merci beaucoup.